I always say yeah. I'm a yeah man, you know. Yeah, I know. Août 2003, j'ai 23 ans, je suis alors technicien son et je travaille pour une très grosse boîte de son qui décide de m'envoyer pendant quelques jours au Nigeria avec une équipe de Lyon pour aller installer du son pour les 8e Jeux d'Afrique. Il s'agissait d'aller installer toutes les cabines de traduction dans le village officiel des 8e Jeux d'Afrique. D'ailleurs ça, c'est mon badge de l'époque. On décolle de Lyon, Isro, Abuja, Nigeria. L'arrivée au Nigeria, c'est assez incroyable. En réalité, pour ceux qui sont jamais allés en Afrique, le Nigeria, c'est vraiment un autre monde. Et à 23 ans, je peux vous assurer que j'ai pris une des plus grosses claques de ma vie. Et tu l'as acheté où? Donc à Londres, à quel endroit? J'ai pris chez Dixon. Et tu l'as eu à combien? Y a pas le son dessus, c'est Si, y a le son. À la base, on devait rester quelques jours à Abuja, histoire d'arriver, pendant 1-2 jours de s'acclimater, d'installer les cabines, de rentrer et de revenir après pour le démontage. Sauf que toute la logistique avait été relativement mal gérée, ils nous ont envoyés directement en avion et une fois qu'on était arrivé sur place, quelques jours après, ils ont envoyé tout notre matériel par container. Autant dire par la mer, ça a pris énormément de temps. Donc au final, au lieu de rester quelques jours à Abuja, on est resté 1 moa. 1 mois, quand vous n'avez pas de matos, quand vous n'avez rien à faire, je peux vous assurer que les journées sont longues et que vous avez de quoi vous ennuyer. Hello. What up? Je sais pas si tu as déjà été dans des zones où il y avait le paludisme. Le premier fléau quand tu arrives dans ces zones-là, c'est pas le paludisme, c'est les médicaments anti-palud. En ce qui me concerne, ça m'avait complètement rendu malade. J'avais le bide en vrac, c'était juste insupportable. Les habitants du Nigeria sont des gens qui sont extrêmement gentils. C'est un pays qui est très beau, extrêmement pauvre. On était logés dans des conditions extraordinaires. Un 5 étoiles, Sheraton. Alors 5 étoiles à la nigériane, hein, vous avez quand même les câbles qui dépassent en dessous des cheveux, sinon c'est pas rigolo. Alors, je vais essayer d'appeler mon driver directement moi-même. Je vais demander au bonhomme si c'est possible. Excuse me, sir. I will my driver, please. Okay, what was me? I want to call. Possible? Okay, thank you, sir. Joy. Automatic car for general location. Thank you. Ce qui était assez incroyable par contre, c'était de voir à tous les coins de rue des militaires armés avec des armes automatiques, des M16. Ça foutait franchement la chair de poule. Il y avait un espèce de climat hyper tendu. On a sympathisé avec pas mal de monde. Ils nous ont expliqué qu'en réalité, ils se sentaient pas en sécurité, surtout la nuit. Il y avait des familles qui habitaient dans des maisons. Elles se rejoignaient toutes pour dormir dans la même chambre. Il y avait des pillages et des cambriolages. Et quand les gens arrivaient, ils faisaient pas dans le détail. Ils flinguaient tout le monde. Un de nos chauffeurs qui nous avait expliqué que s'il devait crever un pneu sur une zone la nuit, il allait pas s'arrêter, il allait rouler jusqu'à sa destination. Sans quoi, il y avait vraiment des risques pour sa peau. C'était vraiment une zone qui craignait énormément. Et on sentait une tension qui était quand même hyper palpable. Fais chier. Montre ton petit jouet, lol. Ah ouais. Montre-le. Ah, pied de biche. Mais tu es un homme dangereux. Ah non, pas du tout, mais c'est ça où je le laisse à Abuja. J'adore avec les biches. Je me rappelle, une journée, on était visiter une cascade. On a pris la route et on est passé pas loin d'une raffinerie de pétrole. T'avais une énorme raffinerie. De mémoire, c'était Total qui était sur place. Et juste après la raffinerie, t'arrives dans un village avec des cases, des poules, des gens qui vivent, comme on peut l'imaginer dans les clichés africains, à même le sol, sur la terre. Et je me souviendrai toujours d'avoir croisé le regard d'un gamin. Je me suis dit, putain, ce gamin, s'il a une mitraillette, franchement, il me tire une balle. Ils avaient un regard de haine. J'avais l'impression de représenter le colon qui était venu. À quelques mètres de chez lui, tu avais une énorme raffinerie qui prenait les ressources du pays, en quelque sorte les pillait, faisait du business avec, et tu avais vraiment la sensation que la population, elle avait absolument rien en retour. Ces gens vivaient dans une extrême pauvreté. Et ils te voyaient débarquer toi, le blanc, qui arrivait là pour aller voir les cascades. Au final, j'étais hyper mal à l'aise. Everybody's talking about meditation. What are we gonna do? What are we gonna do? Eat them. Oh yeah. Tous les gens qu'on a pu côtoyer étaient super sympas. On était devenus potes avec un musicien. Il y avait un piano-bar dans l'hôtel. Le musicien était super sympa. On avait énormément sympathisé. Et après, il nous expliquait un peu, nous filait un petit peu les tuyaux, les astuces, tous les codes du pays.
Yeah. Hey! How are you? Fine, man. Yeah, me I miss you, man. Yeah. I do. Not a picture, a movie. Okay, a movie? Yeah, it's in you. Ça va, Godfrey? Yeah, man. Me I miss you, man. Yeah. Same for me. How are you? We're fine. We're nice now. Yeah, don't move. Okay. 3. Yeah. Dans notre hôtel, il y avait plusieurs restaurants et il y avait aussi un bar. Ce bar, l'Elephant Bar, au Sheraton à Abuja. Alors l'Elephant Bar, c'était incroyable. C'était un bar à cocktail. On venait pour boire des coups. Alors la monnaie locale, c'est le Naira. Le Naira, si vous connaissez pas, ça ressemble à ça. J'en ai gardé quelques-uns. Ça vaut pas grand-chose. Hein. Là, j'ai 10 Naira, ça vaut absolument rien. 200 Naira, ça vaut pas grand-chose non plus. 50 Naira, voilà. Ça, c'est les quelques souvenirs qui me restent du Nigeria. Vous vouliez un petit whisky, ça vous coûtait 450 Naira. Le problème de l'Elephant Bar, c'est que c'était aussi le bar à prostituées de l'hôtel. Forcément, il y a une extrême pauvreté au Nigeria. Abuja beau être la capitale, ça reste malgré tout une ville extrêmement pauvre. Il y avait donc énormément de prostitution au sein même de l'hôtel, directement dans l'Elephant Bar. Les filles étaient là, allaient voir les mecs, elles avaient absolument pas le droit de monter elles-mêmes dans les chambres, mais il y avait énormément d'occidentaux qui finissaient la soirée avec des filles. Je me rappelle avoir discuté, on avait aussi sympathisé avec la personne qui faisait le ménage et qui nous disait « It's not good, it's not good ». Mais c'est clair, c'est quand même relativement bizarre. Tu te dis que ces mecs, ils ont leur femme qui les attend, ils viennent pour une mission. Alors pas tous, hein. Tous mes collègues avec qui je bossais, tous les collègues que j'ai eu le plus proche pendant l'opération, il n'y en a aucun qui a fait appel au service des escortes de l'Elephant Bar. Par contre, on avait énormément d'étrangers, beaucoup d'anglais, qui s'éclataient et qui repartaient avec des filles. This is dirty. It's dirty. Too tight, dirty. Il y a un souvenir qui m'a marqué aussi, c'est la circulation dans Abuja. Alors fatalement, il y a des routes, il y a des feux rouges, il y a tout ce que vous voulez, il y a une signalisation comme en Europe, comme en France, comme partout dans le monde d'ailleurs. Le problème, c'est que personne ne respecte rien. Tout le monde passe à la convenance, le klaxon, c'est le sport national. Attention, je passe, dudududut. C'est incroyable. Pour les gens qui sont là-bas, ils ont l'habitude. Mais toi qui débarques là, tu flippes. C'est pire que Marseille. Pire que Paris, pire que Marseille. T'as vraiment un système D. Tu vois très bien les mecs qui ont pété une bagnole, qui le réparent avec des bouts de briquet de broc. De toute façon, ils ont rien. Donc comment tu veux pouvoir acheter des pièces? C'est strictement impossible. Alors les mecs, ils sont extrêmement bricoleurs. Ils te prennent une bagnole, il manque des pièces, c'est pas grave. Ils fabriquent, ils réparent, ils créent et ça repart. C'est incroyable. Oh putain. Vous laissez passer M. 4x4, la 2500 4x4 pour Boston, à mon avis. Klaxon, c'est le tambourine. Okay, Joy, how are you? I'm fine. Yeah. Yeah. Where do we go now? We go to 911. Yeah. Net Express. Yeah. You know? Yeah. Oh, monkey! Dirty monkey. Moi, le Nigeria, c'est vraiment une expérience qui m'a fasciné, mais qui m'a traumatisé. Alors effectivement, pendant un mois, on faisait pas grand-chose. On attendait, piscine, hôtel, restaurant, internet, on allait au cybercafé. Il n'y avait pas de wifi dans l'hôtel, donc on allait directement au cybercafé. Je me rappelle un jour sur le trajet, on a croisé une voiture de police. Alors moi, avec mon appareil photo, j'ai voulu les prendre en photo. Ils m'ont capté en train de les prendre en photo. Ils nous ont arrêtés. J'ai planqué mon appareil vitesse grand V et ils nous ont gardés au bord de la route pendant 10 minutes. Donnez-nous l'appareil. Qui vous êtes? Pourquoi vous avez un appareil? Qu'est-ce que vous faites comme photo? C'était hyper tendu. Je me suis pas rendu compte sur le moment, mais quand on a pu repartir après, je me suis fait fumer comme jamais par notre chauffeur. Je mesurais pas les risques, j'avais pas les codes du pays et effectivement, malgré tout, c'était un pays qui était très tendu et extrêmement dangereux. Beautiful dancer. Oh no, time of my life. Dancing without drum. No drum, no guitar. No trumpet. Yeah! What the? Let me see the policeman. No, me, the policeman. Yeah. Policeman. Yeah. No policeman, no snap, no camera, nothing. Je me rappelle lorsque je suis rentré du Nigeria qu'à cette période-là et pendant un petit moment, j'ai détesté les gens. Je regardais les gens en France, je les trouvais tous puants. J'avais pris conscience de quelque chose là-bas, d'une pauvreté, d'une misère, d'un malheur. Je revoyais ces gens encore et quand je voyais les gens en France, je les écoutais se plaindre pour relativement pas grand-chose. Alors après, on se plaint toujours pour notre quotidien, on a le droit, on va pas s'enlever ce droit. Mais quand on rentre de ça, quand je rentrais de cette expérience du haut de mes 23 ans, j'étais écœuré. J'ai mis beaucoup de temps à réussir à revenir, à réussir à me réadapter
et à réaccepter les choses et à revivre normalement. Une des premières choses qui m'a marqué au Nigeria, c'est le climat. C'était la saison des pluies. Il y avait une humidité, tous tes vêtements étaient moites. Il devait y avoir un taux d'humidité de l'ordre de 70%. On enchaînait des phases d'orage, des phases de beau temps, des phases d'orage, des phases de beau temps. Il y avait une autre boîte qui bossait là-bas, mais il y avait aussi une autre boîte qui préparait la cérémonie d'ouverture. On avait discuté avec quelques personnes de l'équipe et on avait pu voir le chantier. C'était hallucinant, mais complètement hallucinant. Parce qu'en réalité, en France, quand on monte des scènes en France, on a des structures métalliques. Tout est extrêmement normé, c'est hyper solide. Eux là-bas, ils prennent des rectangles de bois qui clouent, qui posent. Et avec ça, ils te font une scène. Mais ils font une scène pour une cérémonie d'ouverture. Pour quelque chose d'énorme, pour un événement international. En dehors de toutes les normes qu'on avait connues. C'est extrêmement dangereux. C'était super bizarre là-bas parce que tous les mecs qui avaient un peu de pouvoir, ils se faisaient tous appeler docteurs. Donc tu avais des docteurs de tout, partout. Tu savais pas docteur en quoi. Ils étaient docteurs en rien. Mais ils se faisaient tous appeler docteurs. Il y avait des gamins qui bossaient sur le chantier pour la cérémonie d'ouverture. Des gamins qui étaient quand même relativement maltraités parce qu'ils allaient pas assez vite. Lors de la cérémonie d'ouverture, la femme qui coordonnait le lancement du feu d'artifice, pour un des mecs sur place, un des docteurs locaux, elle allait pas assez vite et elle avait pas envoyé quand il fallait. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris une grande tarte dans la tête parce que le mec pensait qu'elle avait pas fait son job comme il fallait. Alors il y avait probablement du machisme derrière ça. Une femme qui avait un poste important, qui arrivait dans ce pays-là, c'était très compliqué je pense pour certaines personnes. Il y avait énormément de machisme. À mon arrivée au Nigeria, tous mes collègues m'ont prévenu. On arrive dans ce pays, on garde en permanence son passeport sur soi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut toujours avoir son passeport. Si besoin, on peut repartir et au moins on a nos papiers. C'était hallucinant là-bas. À tous les carrefours, il y avait des gens qui faisaient de la mendicité. Ils te vendaient tout. De la nourriture, du papier toilette, des cartes pour téléphoner. Il y avait de tout. Il y avait vraiment un business pour tout. Et tu avais toutes les petites baraques au coin de rue, les petits barbecues où les gens faisaient cuire de la bouffe. Les brochettes locales. Je m'y suis pas tenté, mais ça avait l'air quand même sympa. Ok, go, 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 go. On avait fait un petit resto local, on est arrivé dans un espèce de resto, on a dit aux gens qu'on voulait manger local, ils nous ont regardé en rigolant, on a mangé. C'était sauce spicy, mais c'était vraiment super bon. On fire. Fire? They are cooking food. Ah yeah, very big food. I hope it's very good. Au final, j'ai passé un mois au Nigeria, donc quasiment 28 jours à attendre mon matériel. Tous les 2 jours, on nous disait le matériel arrive, le matériel arrive, le matériel arrive. Il n'arrivait absolument jamais. D'ailleurs, une fois qu'il est arrivé à Lagos, qui est la plus grande ville portuaire du Nigeria, qui est une ville qui est quand même extrêmement dangereuse, il a fallu qu'un des responsables de l'organisation aille à Lagos avec une mallette de cash pour aller dédouaner, pour aller voir la douane et pour payer la douane. Parce que la douane ne voulait pas dédouaner. Il fallait toujours du cash, du cash, du cash pour tout. Pas à mon niveau, à leur niveau à eux, oui, ça c'est clair. T'avais pas de cash, t'avais rien. À l'entrée de la zone où on bossait, tous les matins, t'avais des centaines de personnes qui se réunissaient pour venir chercher du job. Ils étaient là, ils patientaient, et t'avais un gars, un chef d'équipe qui venait, qui disait toi, vous venez vous bosser. Et ils bossaient comme ça. En dehors de tout ce qu'on connaît nous, les mecs viennent, il n'y a aucune règle de sécurité, tu as des containers qui sont surélevés dans le ciel et tu as des mecs sur les containers. C'est extrêmement dangereux. On verrait ça chez nous, on ferait fermer les boîtes et plus personne ne bosserait. Et le Nigeria reste une expérience incroyable. C'était il y a 13 ans, j'ai l'impression qu'il y a encore des moments, c'était comme hier. Je me revois encore là-bas, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. À 23 ans, je crois qu'il y a une part de moi qui est restée là-bas. Bien que ce soit des moments heureux mais difficiles, c'est des choses que j'étais très heureux de partager et que je referai sans aucune hésitation. D'ailleurs, j'aurais adoré retourner dans ce pays, mais vu la tension et la situation actuelle, ça me semble extrêmement compromis.